Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo interview avec cette fois Charlotte. Charlotte Apieto. Merci Charlotte, merci d'être là. Charlotte, vous la connaissez peut-être, c'est la fondatrice d'un blog que je recommande à tout le monde qui s'appelle Postadem. Tu vas nous en parler, c'est un blog qui est devenu aujourd'hui, selon moi, le blog de référence, le blog numéro 1 en France pour poser sa démission et se reconvertir. Mais Charlotte n'est pas que blogueuse, elle est également formatrice, elle est également coach, elle organise des séminaires et elle a un groupe Facebook, Postadem, qui est également un endroit de référence pour toutes les personnes qui veulent échanger. Mais Charlotte, et ça va être ma première question, tu n'es pas entrepreneur depuis si longtemps que ça au final. Effectivement. Ça fait combien de temps? Qu'est-ce que tu faisais avant de créer Postadem? Alors, j'ai été RH, j'ai été consultante en management et j'ai été business developer dans une start-up. Donc, j'ai d'abord fait mes études, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait le SCP qui est pas loin d'ici. Et ensuite, j'ai d'abord eu un job de recruteuse et j'étais aussi en charge des relations écoles, donc dans le domaine RH, dans une SS2I. Ensuite, j'ai été consultante en management, c'est pour ça que j'ai refait les études pour aller vers le conseil, donc consultante spécialisée RH et conduite du changement. Donc, tu avais posé ta DEM une première fois? Pas exactement parce que c'était fin de contrat de toute façon, c'était un contrat que j'avais en alternance. Donc après, par contre, j'étais en CDI et c'est là que j'ai été consultante pendant 2 ans et que à la fin, j'ai posé ma DEM après m'être posé énormément de questions sur mon avenir professionnel. Et c'est là que j'ai rejoint une start-up dans l'éducation, dans la formation, une start-up de 4 personnes, donc vraiment le tout début. Et j'étais à la fois commerciale et formatrice. Et c'est après ça que je me suis lancée. Donc 3 expériences professionnelles oui. Avant de te lancer en tant qu'entrepreneur. Et au moment où tu t'es lancée, quel âge tu avais? C'est une excellente question, j'avais 24, 25. Ouais, donc tu as commencé à bosser assez tôt, toi. Oui, j'ai commencé tôt, effectivement, c'est pour ça. Est-ce que tu dirais que l'alternance, qui est un choix professionnel que je trouve toujours assez appréciable, je trouve que ça t'apprend énormément de choses, tu penses que ça t'a aidé à devenir entrepreneur? Alors, je ne pense pas pour le coup, pas dans ce que j'ai fait moi, parce que justement je trouvais qu'à Sciences Po, là où j'ai fait mes études, c'est on te prépare vraiment à la vie active, mais à la carrière toute tracée, où on te dit que voilà, tu vas gravir les échelons, et c'est vraiment ce type de carrière qui est mise en avant, donc on n'a pas tellement l'aspect entrepreneurial. La seule chose, c'est que moi à Sciences Po, j'avais suivi une option entrepreneuriat que j'avais trouvée, je sais même pas comment, qui n'était pas du tout au programme, et c'était avec Jacques-Henri Hérault, et on était peut-être 20-25 à faire ça, tout master confondu, et j'allais à ce cours, je crois que c'était le jeudi une fois par semaine. Et en fait, c'était mon cours préféré. Sauf que j'y comprenais rien du tout. C'est-à-dire qu'on parlait de licorne, de levée de fonds. Moi, j'étais paumée. Alors qu'il y en a plein d'autres, des masters finance et stratégie et tout, qui s'y connaissaient bien mieux que moi. Mais ça me plaisait en tout cas, tout en me disant, mais je serais bien incapable de faire ça. Et de toute façon, c'est pas à ça que je me destine. Donc voilà, je suis allée chercher ce qui m'intéressait à Sciences Po. Mais l'alternance en tant que telle, je trouvais qu'on était un petit peu muselé sur ce côté-là. Et tu pensais à monter ta boîte à partir de quel âge? Du coup, c'était à Sciences Po, donc à 21-22 ans. Je suis très mauvaise par rapport à mes âges, mais c'est là que j'ai découvert ça. Après que je l'ai vraiment envisagé, c'était quand j'étais consultante. Donc quand j'avais, si on fait le calcul, 23 ans. D'accord. Voilà. Donc dès l'âge de 23 ans, tu t'es dit, je peux monter ma boîte. Oui. Et est-ce que tu peux simplement nous dire si dans ton entourage familial, amical, est-ce que tu avais des entrepreneurs? Moi, je sais que ça surprend souvent les gens, mais quand j'ai créé ma première boîte, je ne savais même pas ce que voulait dire le mot entrepreneur. Je pense que je ne l'utilisais pas. Je l'ai fait dans des circonstances un peu rocambolesques, mais comme je n'avais aucun entrepreneur dans ma famille et dans mon cercle, je ne connaissais pas ce terme-là. Alors, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, je viens plus d'une famille de commerçants. D'accord. Donc ce qui est un petit peu différent parce que c'est pas exactement le même modèle et j'ai une famille d'opticiens du côté de ma mère, donc voilà, donc c'est plutôt du commerce, mais voilà. Mais c'est pas, si tu veux, l'entrepreneuriat comme on peut l'entendre maintenant avec les enjeux que nous on peut rencontrer. Donc voilà, c'est pas en tout cas la même définition pour moi. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au niveau de mon entourage familial, j'ai jamais eu de pression à suivre une voie en particulier, à faire carrière dans le salariat. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est ma mère qui m'avait dit une fois, mais tu parles de tout ça, mais pourquoi toi tu créerais pas ton entreprise? Et c'était un Noël, je me souviens. Et je lui ai dit, non mais tu te rends pas compte, en fait, c'est pas pour moi, je suis pas faite pour ça. Parce que dans ma tête, l'entrepreneur, c'était l'aventurier qui prend des risques, qui a peur de rien. Et je me disais, mais moi, je suis la bonne élève, tu vois, je suis absolument pas faite pour ça. Mais c'est elle qui m'a presque fait envisager l'idée en premier, finalement. Et c'est dans ton expérience de consultante que là, tu t'es dit, je peux le faire, je peux y aller.
Ouais, alors en tout cas que j'ai commencé à me pencher dessus de plus près en allant rencontrer des entrepreneurs, en participant à énormément d'événements sur l'entrepreneuriat, sur les startups, parce que ça commençait à être franchement la mode des startups à ce moment-là, on en parlait beaucoup, donc il y avait beaucoup d'événements. Et c'est là que j'ai commencé à, on va dire, émettre la possibilité plus sérieusement, mais je me sentais pas encore capable de me lancer. Et donc c'est pour ça que j'ai d'abord fait une étape en startup et j'ai choisi, tu vois, une boîte de 4 personnes pour que ce soit quasiment comme une création d'entreprise et que je découvre ça, quoi. Et tu as pris une boîte de formation. Ouais, en plus. Et ce qui est le meilleur choix qu'on puisse faire quand on veut devenir soi-même formateur. Moi, je suis en train de finaliser l'écriture du premier livre de Live Mentor et je le compose en 12 étapes qui permettent d'avancer dans un parcours entrepreneurial. Et la deuxième étape est une étape d'inspiration où tu vas rencontrer un maximum de gens dans un domaine donné pour faire cette éponge en fait, pour t'imbiber de leur énergie, clairement, de leurs projets. Moi je me souviens comme toi que je suis passé par cette étape-là, ça m'a énormément aidé. Moi je savais que je voulais entreprendre dans l'éducation, je savais que c'était mon secteur et je suis tombé sur un endroit que vous pouvez tous aller découvrir qui s'appelle le Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, qui est un institut doctoral créé par quelqu'un qui s'appelle François Tadei, qui est un chercheur et un prof un peu fou, qui a fait des conférences TED que je recommande à tout le monde. Et donc j'allais là-bas, à Port-Royal, à Paris, donc dans un tout petit local où il y avait cette dizaine de mecs qui étaient chercheurs et qui parlaient d'éducation. Je le dis en public avec beaucoup d'amitié pour François, mais les discussions étaient complètement perchées sur les neurosciences, les nouvelles manières d'apprendre, perchées à mon niveau. Peut-être que j'avais tout simplement pas du tout le niveau à l'époque pour comprendre ce qui se racontait. Je me rappelle que j'arrivais là-bas, on était 10, on restait pendant 4 heures à parler de choses et d'autres. Mais concrètement, ça n'a pas fait avancer le projet. Mais en réalité, en tâche de fond, ça te donne une énergie qui est colossale. Ouais, c'est ça. Sur le moment, c'est pas sur le moment que tu avances, c'est sur le lendemain, le jour encore après, où tu te remets à bosser, motivé par ce qui s'est passé. Oui, c'est ça, c'est que tu vas chercher de l'inspiration, tu vas chercher de la motivation, tu vas aussi chercher une culture générale entrepreneuriale qui, moi, me manquait, parce qu'effectivement, les cours à Sciences Po m'ont aidé à avoir quelques notions de base, mais j'avais besoin de concret, en fait. C'est ce qui manque d'ailleurs en cours, c'est le côté concret. Ce qui m'avait plu d'ailleurs dans ce cours à Sciences Po, c'est qu'à chaque fois, Jacques-Henri Hérault invitait des entrepreneurs. On avait eu celui qui a fait La Fourchette, on a eu Michel Augustin, on a eu Absatoussi, enfin voilà, on a eu plein de profils différents, donc ça m'avait bien aidé déjà, mais là je voulais mener l'enquête un petit peu par moi-même, et j'avais identifié que quand donc, je voulais poser Madame du Conseil, que les deux thématiques qui me plaisaient, c'était l'entrepreneuriat, sans encore entreprendre moi-même, et l'éducation, la formation. Et dans la partie formation-éducation, moi en fait quand j'étais consultante, une de mes spécialités c'était la formation. Donc je faisais beaucoup de formations en interne, chez les clients, donc j'avais l'habitude de ça, et je donnais en fait des cours depuis que j'étais ado. En fait, j'ai donné des cours à côté de mes études, à côté de mon boulot, même quand j'étais consultante. En fait, j'ai jamais tellement arrêté. Il y a eu un break de 6 mois, une fois, c'est tout. Donc, j'ai toujours fait ça à côté. Ouais, ça faisait partie de toi. Voilà. Ça faisait partie de toi complètement. Ouais. Donc maintenant, je vois le fil rouge sur le coup. Ça semblait pas si évident, mais maintenant, c'est plus clair. La boîte que tu rejoins à cette époque-là, juste avant de te lancer, cette boîte de formation, tu te dis à un moment, je vais rester 10 ans là-bas, tu t'imagines construire sur le long terme avec eux? C'est difficile à dire parce qu'au tout départ, moi je cherchais plus une étape. Je savais dans ma tête qu'un jour je voulais monter mon entreprise, mais je ne savais pas quand. Et eux, on ne savait pas non plus en fait ce que ça allait donner parce que quand j'ai eu la première CDI, c'est le tout début. Voilà, donc on se disait on va faire un bout de chemin ensemble et c'était vraiment très sérieux entre nous. C'était vraiment sérieux et le but c'était de rester. Après, ça faisait quand même partie de moi et eux l'avaient identifié dès l'entretien quand on s'est rencontrés. Ils le savaient qu'à un moment j'allais finir par faire ça. Donc ce qui s'est passé pour le coup, c'est que ça s'est terminé avec une rupture conventionnelle qui a été à leur initiative pour des raisons plutôt financières parce qu'il y a eu un changement de business model et que moi je pesais un petit peu trop lourd et aussi parce qu'ils savaient que de toute façon moi j'allais à un moment aller vers autre chose. Et ce qui est marrant, c'est que quand ils me l'ont annoncé, je m'y attendais mais absolument pas, ça s'est fait très rapidement, mais je commençais justement moi aussi à réfléchir. Je commençais à me dire
Ça commence à me titiller. En plus, on travaillait dans un incubateur, donc il y avait beaucoup d'autres startups. Je rencontrais beaucoup de monde et je commençais à me dire, finalement, peut-être que j'en suis capable aussi. L'élément déclencheur, ça a été des déjeuners de co-développement qu'on faisait avec d'autres entrepreneurs. Et il se trouve que celui avec qui je travaillais m'invitait à ces déjeuners. Alors, je t'interromps 2 secondes, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un déjeuner de co-développement? Oui. Parce que moi, j'en ai fait quelques-uns, oui, ok. Mais c'est pas forcément... Oui. Un déjeuner de co-dev, donc co-développement, c'est alors un déjeuner pour le coup, mais on peut faire ça autour d'un dîner ou d'un goûter, il n'y a pas de problème. On peut même faire ça sans manger. On peut faire ça sans manger. On peut faire du co-développement. C'est plus sympa en mangeant, mais bon. Le principe, en tout cas, c'est qu'on se réunit autour d'une table avec des entrepreneurs et chacun va partager sa problématique et les autres vont l'aider à la résoudre. Alors, il y a toutes des étapes à respecter pour faire ça dans les règles de l'art, mais l'idée, c'est ça. Ce qui fait que moi, j'y participais aussi et je me rendais compte dans les échanges qu'on avait que j'arrivais aussi à apporter quelque chose de pertinent et qu'à force, j'arrivais vraiment à trouver des solutions, à avoir des idées. Et c'est là que je me suis dit, finalement, peut-être que moi aussi, je peux me lancer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à y réfléchir et que l'annonce de la rupture conventionnelle s'est faite en parallèle. Et ça a été le moment de me lancer, en fait. Donc, quand ils me l'ont annoncé, ça fait bizarre parce qu'on s'entendait extrêmement bien et on continue d'ailleurs à être toujours en contact, à très bien s'entendre, mais ça faisait bizarre d'arrêter de travailler avec eux. Ouais. Mais du coup, ça a été aussi l'opportunité, j'ai vu ça tout de suite comme l'opportunité rêvée, entre guillemets, pour me lancer parce que du coup, je pouvais avoir le chômage. Voilà. Rupture conventionnelle qui donne accès au chômage. Tu avais un chômage de combien de temps? J'avais 2 ans. 2 ans de chômage. Ouais. On le dit assez peu, mais au final, la vraie peur qui bloque l'entrepreneuriat, c'est pas tant une peur financière, puisque en France, en tout cas, on a effectivement la possibilité de toucher le chômage pendant 2 ans. Sauf si, comme moi, on crée sa boîte pendant ses études, et donc là, on touche rien, mais dans la majorité des cas, on peut quand même bénéficier du chômage pendant assez longtemps. Il y a de nombreuses aides qui existent, des subventions. On en parle sur le blog de Live Mentor, on a des articles sur toutes les bourses et les aides qu'on peut trouver. Mettez un commentaire sous la vidéo si vous voulez qu'on vous envoie les liens vers ces ressources-là. La peur, elle est ailleurs en fait. La peur, elle n'est pas tant financière. La peur, elle est dans le syndrome de l'imposteur, dans le manque de légitimité, dans le manque de crédibilité. Oui. Toi, tu obtiens cette rupture co, tu touches le chômage. Qu'est-ce qui se passe durant les premières semaines? Comment tu te sens? Alors, déjà le premier jour, il a été important pour moi parce qu'ils m'ont annoncé ça un midi et ils m'ont dit cet après-midi, rentre chez toi tranquillement pour un peu digérer la nouvelle. Et tu t'y attendais pas du tout? Ah, je m'y attendais pas du tout en fait. Je revenais en plus de Nice parce que j'avais animé une formation à Nice. Et donc je suis revenue après qu'on ne soit pas vu pendant 10 jours parce que j'étais en plus en télétravail à Nice, enfin c'était très chouette pour ça. Et en fait je suis revenue et ils m'ont annoncé ça le midi, donc je ne m'y attendais pas du tout et eux non plus d'une certaine manière, donc ça s'est fait super rapidement. C'est aussi un peu la réalité des startups qui pour moi d'ailleurs n'est pas une réalité sombre, enfin je veux dire ça fait partie du jeu quoi. Mais je trouve ça super que tu dis ça parce que en fait ce qui se passe derrière c'est exactement ce que tu dis, la réalité d'une entreprise débutante, en création, c'est que c'est le chaos. Donc on ne maîtrise pas totalement ses chiffres, on ne maîtrise pas totalement son activité. Et moi j'adore entendre ce témoignage où on voit quelqu'un qui a été dedans, tu as été à l'intérieur, et je pense que tu as dû les voir arriver les deux au déjeuner, avec vachement de compassion, de bienveillance, au sens... oui, bon, c'est pas la bonne manière de faire, normalement ces choses-là ça se prépare, ça se prévoit. Il aurait été bien vu de leur part un mois avant de te dire bon Charlotte, tu sais, il faut qu'on discute, là en ce moment les chiffres sont compliqués, on ne sait pas si on peut garder toute l'équipe. Normalement ça aurait dû se passer comme ça, mais dans les faits l'entrepreneuriat ça se passe jamais comme ça. Et être employé, faire partie d'une équipe et comprendre ce qui se passe au niveau de la structure, en fait ça te donne une capacité plus tard quand tu te lances. Je pense que toi, tu as dû retirer une expérience dingue en fait, pour ton actualité. Ah oui, complètement. J'ai beaucoup de reconnaissance pour eux avec qui j'ai travaillé. Et même l'annonce en soi, à aucun moment je leur en ai voulu ou j'ai été en colère parce qu'ils ont toujours été tellement transparents avec moi, ils ont toujours fait le maximum. Ce qui fait que c'était une relation de confiance et il n'y a pas eu de ressentiment ou quoi que ce soit. Donc ça s'est vraiment très bien passé. Mais après, y a des réalités à prendre en compte et du coup, on fait le chemin ensemble. Et ils ont été top jusqu'au bout et on a terminé le contrat. Après, j'ai aussi travaillé pour eux en freelance. Donc voilà, tout s'est très bien passé. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Je vois aussi avec mes clients que l'ancien employeur peut devenir un client quand on se lance en indépendant. C'est assez fréquent. Et du coup, voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et l'après-midi,
l'après-midi, je suis rentrée chez moi, comme il me l'avait indiqué, pour digérer un petit peu la nouvelle, que sur le coup, j'avais vu comme une opportunité. Et puis, dans les 2 heures qui ont suivi, je me suis dit, non mais attends, tu sais même pas ce que tu vas faire, donc ok, c'est une opportunité, mais pour faire quoi, tu vois? Et là, je me suis dit, ok, alors attends, on va se calmer, peut-être que c'est trop tôt, je vais essayer peut-être de voir si je peux trouver un job. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai discuté un peu, j'ai appelé quelques personnes que je connaissais, plutôt des entrepreneurs, pour un peu leur annoncer la nouvelle, en discuter avec eux. Et en fait, dans l'après-midi, j'ai eu 3 personnes qui m'ont dit, non mais Charlotte, si t'es dispo, tu viens chez nous, en fait, on t'embauche. Et là, je me suis dit, bah tu sais quoi, si jamais j'ai besoin d'un job, je pourrais le trouver à ce moment-là, parce que ça fait tellement longtemps que je développe mon réseau et mon personal branding, etc., que si... Dans la formation. Dans la formation et dans le milieu entrepreneurial d'ailleurs au sens large, mais spécifique effectivement, formation, éducation, orientation scolaire, donc j'avais beaucoup de contacts là-dedans et du coup une bonne image auprès de plusieurs personnes qui auraient pu du coup embaucher, et je me suis dit bon bah nickel, en fait si j'en ai besoin je peux le faire. Du coup conclusion, je ne cherche pas de job et je me lance. C'était plus la roue de secours quoi. Mais attends, ce qui est très drôle, c'est que en t'entendant, je me souviens qu'on s'est vu à un événement à l'époque où tu étais encore consultante ou formatrice. On s'est vu à un événement dans un lieu à Paris qui s'appelle Learn Space. Et il y avait un hackathon d'éducation. Ah oui, effectivement, ça fait un moment. Bon, on va pas refaire notre passé devant tout le monde, mais c'est vrai que si tu m'avais appelé à cette époque-là, je t'avais vu à des événements, je savais que l'éducation c'était ton truc. J'aurais sûrement, moi en tant que dirigeant d'une boîte de formation, été ultra réactif si tu m'avais dit je cherche un job. Je sais pas si ça se serait fait, mais j'aurais été super réactif. Et ça, c'est un enseignement, je pense qu'il faut partager à tout le monde. Chez Live Mentor, on est assez anti-slasher, au sens où on est anti conception du monde et conception de la vie, où on passe tous les 6 mois d'un thème A à un thème B, à un thème C, à un thème Z, à un thème Z puissance carrée. On peut tout à fait se reconvertir et changer de vie une fois, et ça nous on le pousse et on trouve ça génial, mais ce terme slasher qui sous-entend le fait de composer avec 12 activités différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, il est pour moi dangereux. A l'inverse, dans ton parcours, ce qui est exceptionnel, c'est j'ai défini un sujet, un secteur qui me passionne, ça m'a permis de construire une réputation qui fait que je pourrais trouver un job quand je veux, et comme je sais que je peux trouver un job quand je veux, il n'y a plus de risque, je me lance, ça sécurise. Je crée ma boîte. Oui, complètement. Le risque, à la limite, était plus financier à ce moment-là, parce que le chômage, dans mon cas, il ne suffisait pas du tout pour vivre. C'est-à-dire que ça couvrait juste mes charges, donc mon loyer et mon prêt étudiant à rembourser. Donc en fait, j'étais obligée dans tous les cas, dès le premier mois, de faire du chiffre d'affaires pour cumuler avec le chômage. Donc il y avait quand même un risque financier à ce niveau-là, où je ne pouvais pas manger si je ne faisais pas de chiffre, quoi. Alors, parce que tu avais un prêt étudiant, donc j'avais un prêt étudiant à rembourser encore, que j'ai terminé maintenant. Et qui était d'une somme de quelle... Au total, en charge fixe, j'ai 1 500 €. Alors maintenant, j'ai terminé mon prêt, donc j'ai 350 € en moins de charge, mais donc ça représentait 1 500, ce qui représentait mon chômage, parce qu'en plus, du coup, le chômage, c'était sur les 12 derniers mois, et dans les 12 derniers mois, il y avait l'expérience en start-up, où j'avais baissé mon salaire de 30 à 40% par rapport à mon job dans le conseil avant. Donc il y avait quand même financièrement aussi un enjeu que j'avais commencé déjà à affronter en quittant le conseil, qui est quand même un milieu très bien payé par rapport à une start-up qui démarre, rien à voir. Donc il y avait quand même aussi ça au milieu, et ça m'a dès le départ obligée à mettre dans une posture de je génère du chiffre d'affaires, et donc ça a été ça pendant quelques mois, et ensuite j'ai créé Postadem, et à partir de la création officielle de Postadem, je me suis laissé 6 mois pour pouvoir totalement vivre de mon activité sans chômage, parce que je détestais l'idée de dépendre du chômage. En plus, les quelques mois où je touchais le chômage, j'étais jamais payée correctement, il y a toujours des problèmes, je devais aller à Pôle emploi, c'était épuisant, ça me gonflait vraiment beaucoup. Donc je me suis dit ok, 6 mois de Postadem et je vis de mon activité, je ne touche plus au chômage. Ce qui fait que je m'actualise toujours tous les mois, je sais même pas pourquoi. Mais bon voilà, donc objectif atteint, mais c'était une vraie condition pour moi. Très clair. T'avais un matelas de sécurité, mais t'avais pas un lit 2 places, quoi. Le point qui m'intéresse énormément, c'est tu arrives avec cette volonté de très vite réaliser du chiffre d'affaires, faire vivre cette entreprise. Comment tu t'y prends et à quel moment tu crées ce blog Postadem? Aujourd'hui, si on donne quelques chiffres, c'est 10 000 visiteurs uniques mensuels. 18 000 ça a monté. Ça a monté sec cette année. C'est magnifique, sachant que c'est
des infos que j'ai, un trafic, une popularité qui est vraiment de l'ordre du bouche à oreille. T'as pas un budget en communication qui est colossal. J'ai zéro de budget marketing. Voilà, c'est de la notoriété, c'est de la fidélité, c'est des gens qui reviennent, c'est du référencement naturel dans Google. Mais ça, c'est vraiment un très très beau résultat. Quand est-ce que tu as créé ce blog ? Alors, j'ai été du coup indépendante en juin-juillet 2017. Ensuite, j'ai eu l'idée claire de Postadem à l'été 2017. Il s'est passé 3-4 mois le temps que je le lance parce que j'avais des missions freelance et que du coup j'étais pas à temps plein là-dessus. Et j'ai vraiment démarré en janvier 2018. Voilà, donc janvier 2018, j'ai créé le site du coup, donc il était en ligne. Et c'est à partir de là, donc ça va faire à la date de la vidéo quasiment 2 ans. Donc en 2 ans, 18 000 visiteurs uniques mensuels. C'est très très beau. C'est un très 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 beau résultat. Et quelle est l'idée ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Ça fait 6 mois donc que tu fais des missions en freelance, que tu es indépendante, que ça commence à tourner. Pourquoi lancer Postadem ? Alors, parce que je voulais mon projet, mon entreprise à moi, et que le côté freelance, je fais des missions pour des entreprises, c'est du B2B, de la formation, ça m'a plu au début, mais c'était pas vraiment le truc qui me faisait vibrer non plus. Il faut savoir que je fais un rejet du B2B. Donc B2B, c'est quand on s'adresse à des entreprises, à des organisations et pas à des particuliers. Et je fais un rejet du B2B parce que j'ai été consultante dans des grosses entreprises qui sont très très lentes, avec des gros process et des process achats très lents, parce que j'ai fait des formations en entreprise, dans des gros organismes de formation, et c'est pas du tout ce qui me correspond. Donc je voulais vraiment avoir mon projet à moi, et je me considérais plus comme entrepreneur que comme freelance, parce qu'il y a une petite nuance, on va dire, entre les deux. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut que moi j'ai mon projet. Et ce projet Postadem, comment il est arrivé ? C'est vraiment un mélange de mes aspirations personnelles et de ce que j'ai pu constater sur le marché. Mes aspirations personnelles, c'était la volonté de coupler tout ce qui me plaisait, à savoir écrire, produire du contenu, parler du sujet qui me passionnait, à savoir tout ce qui était développement personnel, entrepreneuriat, RH, reconversion, donc tout ça mélangé dans un même projet, ce qui est le cas, et aussi ma volonté de développer la partie accompagnement individuel, formation en ligne, etc. Donc ça a vraiment été le cumul de toutes ces choses-là que moi je voulais. Et l'autre partie dont on a besoin, c'est le marché, c'est les besoins du marché. Or, depuis que j'avais posé Madame dans le conseil, j'étais devenue un peu la référence autour de moi, de mes amis, de mes anciens collègues qui me disaient « Est-ce qu'on peut prendre un café ? Parce que j'en ai marre de mon job, j'ai envie de partir, comment toi t'as fait ? S'il te plaît, aide-moi » C'était un peu ça. Voilà, je me suis retrouvée du coup à discuter avec beaucoup de monde dans cette situation-là, et je me suis rendu compte que les moments de flow, tu vois, où t'es vraiment 100% toi-même, c'était ces moments-là et que j'adorais les aider là-dedans. J'avais eu un projet dans l'orientation scolaire, mais ça me correspondait pas totalement. J'avais l'impression qu'à 15, 16, 18 ans, en fait, les jeunes n'ont pas encore traversé des étapes professionnelles plus difficiles, se posent pas encore les mêmes questions, et du coup, moi, je me sentais un petit peu déconnectée, ce qui fait que je suis partie sur le sujet reconversion, parce que c'est ce que je voulais, et c'est ce dont il y avait besoin sur le marché, et parce que quand moi, j'ai été dans cette situation, donc dans mon open space, avec mon ordi et le vide de sens devant moi, j'avais pas tellement de réponses, tu vois, à ce que je cherchais. Il y avait des blogs de coach en reconversion qui étaient clairement pour faire du SEO, tu vois, il n'y avait pas de qualité. Il y avait quelques concurrents qui effectivement proposaient des programmes intéressants, mais soit il n'y avait pas de contenu, soit il n'y avait pas de communauté suffisamment accessible, et voilà, il manquait toujours un truc en fait. Donc je me suis dit, je vais faire ce que moi j'aurais aimé avoir. Et donc c'est comme ça que je suis partie. Sur la partie média, donc on peut appeler ça blog, moi j'appelle ça généralement média parce qu'il y a aussi d'autres voix que la mienne. Au départ c'était que moi qui écrivais, mais maintenant il y a d'autres voix que la mienne en permanence. D'ailleurs chaque semaine il y a des articles d'autres personnes. Donc la partie média que je voulais proposer pour le contenu inspirant, transparent, parce que très souvent aussi dans la reconversion il y avait beaucoup de success stories de personnes qui ont changé radicalement de vie, et on regarde ça, on se dit c'est cool, ça m'inspire, mais moi je me sens un peu naze à côté et je sais pas comment m'y prendre. Donc je voulais vraiment cette partie-là. Je voulais la partie communauté, et dès le début je voulais faire les événements en présentiel, donc les apéros Postadem et la communauté en ligne. Donc ça c'était aussi dès le départ. Et ensuite c'était les programmes d'accompagnement et les formations que j'avais aussi en tête. Donc j'avais tout cet écosystème, moi je vois vraiment ça comme un univers complet que j'avais en tête dès le départ en fait. Moi je suis évidemment super fan de ce genre d'approche. Je défends ça constamment en coaching et en formation. Pour revenir sur tout ce que tu as dit, je crois qu'un mini aparté, il faut se rendre compte de malheureusement ce que c'est la réalité d'une formation en entreprise, la réalité d'une formation B2B comme tu as dit.
c'est d'être parachuté là quand tu es formateur face à des gens qui ne sont même pas au courant forcément qu'il y a une formation, n'ont rien demandé. Donc ils veulent pas vraiment te voir, ils veulent pas vraiment être là. Du coup ça génère parfois de l'agressivité, dans le pire des cas, ou dans le meilleur des cas, juste un profond désintérêt. Et en tant que formateur, tu es là en train de ramer pour te dire attends, il faut quand même que je les intéresse au sujet. C'est évidemment très différent quand tu as des personnes qui viennent naturellement vers tes formations. Et donc c'est un shift, une transition qu'on voit arriver de plus en plus souvent maintenant, de voir des formateurs en B2B qui créent leur propre audience. Passionnant tout ce que tu as dit. C'est vrai que Postanem, allez voir le site, ouvrez un deuxième onglet en même temps que vous regardez la vidéo. C'est un vrai média. Il y a une identité de marque, il y a un logo, il y a des couleurs, il y a même je trouve une personnalité forte qui se dégage des photos et puis des super articles. Tu as vraiment des super articles, il faut le dire. Et cette approche-là, elle vous permet de créer un univers ultra singulier. Ça, je peux te le dire, Charlotte, c'est quelque chose qui, je trouve, a toujours été fort dans ton approche. Tu n'as pas de concurrent, en fait. Les gens ne se disent pas, est-ce que je vais chez Charlotte ou chez quelqu'un d'autre. En fait, ils se disent simplement, il y a cet endroit-là, je l'aime bien, j'ai suivi beaucoup d'articles ici, j'ai envie de revenir, j'en parle à mes amis. J'ai échangé avec la fondatrice ou avec quelqu'un de son équipe dans les commentaires, j'ai rejoint le groupe Facebook. Et donc, si vous pouvez garder cet enseignement en regardant la vidéo, de construire vous aussi votre univers singulier, je pense qu'on n'aura pas perdu notre temps. Quelles ont été tes premières difficultés? Je sais que tu te formes beaucoup, tu prends des inspirations partout à droite à gauche. Quelles ont été tes plus grosses difficultés lors des 6 premiers mois, les 12 premiers mois de ton aventure? Alors, grosse difficulté, c'est plutôt des petites difficultés que je vois, qui viennent se cumuler ou que tu rencontres par moment. Je trouve que le plus difficile de manière générale dans l'entrepreneuriat, c'est la prise de décision quand tu ne sais pas quel va être le résultat en fait. Il y a en tout cas de décisions impactantes et c'est pour ça que les 6 premiers mois, en soi, j'ai pas trouvé ça forcément très difficile. Il y avait des questionnements, il y avait des doutes, etc. bien sûr, mais là, je trouve que le plus difficile, c'est quand tu commences à grandir et du coup que tes décisions aient un impact beaucoup plus important, un impact financier, un impact sur tes clients, sur ton équipe, sur tes systèmes que tu as mis en place. Et je trouve que c'est là que ça a commencé à se corser un petit peu. D'ailleurs, pour ça qu'on a travaillé ensemble en coaching à ce moment-là, où j'ai fait plus appel à toi quand j'étais sur le démarrage de 2e année, du coup, vraiment sur je passe un cap. Voilà. Là, je trouve que ça devient plus difficile pour toutes ces décisions qui sont fortement impactantes. Voilà. Ouais, c'est mon ressenti. Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc c'est vrai que le moment où on a fait ce coaching, tu étais dans une situation qui est ce que j'appelle l'arrivée en haut de la première montagne. À savoir, je sais que je peux vivre de mon activité. Je l'ai prouvé, j'ai des clients, je sais que j'en aurai. Donc j'ai complètement fait sortir de ma tête la peur, je vais mourir sous un pont. Je me rappelle que moi aussi j'étais passé par exactement cette étape-là, et l'époque où Live Mentor galérait complètement, on était au bord du précipice, on avait quitté nos bureaux parce qu'on ne pouvait plus les payer, ma petite équipe bossait dans mon studio, on bossait sous mon lit parce que j'avais un lit qui descendait du plafond, donc on remontait le lit et on bossait à 3 en dessous. Je me disais bon, là c'est vraiment chaud quand même, je pense pas qu'on va tenir, mais au fond de moi, il y a quand même une petite voix qui disait mais au pire, tu donneras des cours à Alex et tu vas pas mourir sous un pont. C'est tout à fait ça. Donc, toi, tu es dans des situations, quand tu es arrivé, tu es dans des situations bien meilleures que moi avec mes trois mecs sous mon lit, mais tu étais dans cette situation, voilà, j'ai mon activité, elle tourne, à quoi ressemble l'étape d'après? Ouais, c'est ça. Comment je fais pour ne plus dépendre de mon temps? Comment est-ce que je construis une équipe? Comment est-ce que je compose mes différentes activités? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me permet d'apprendre? Parce qu'à ce moment-là, le risque, c'est de garder la tête dans le guidon, de bosser, en oubliant le sens des priorités. Et alors, il y a plusieurs approches possibles. Il y en a une, je sais que c'est pas la tienne, c'est pas la mienne non plus, qui est de maximiser le chiffre d'affaires, c'est de limiter une entreprise à son chiffre d'affaires, de la limiter à sa marge, et de se dire je ne fais que les choix qui sont des choix
d'optimisation financière. Et puis voilà, je continue, puis on verra bien où ça pète. Tu as d'autres approches possibles. Tu as une approche qui est je vais privilégier ce qui me permet d'apprendre, je vais privilégier les missions, les tâches où je me mets en danger, je sors de ma zone de confort parce que je veux constamment devenir meilleur dans mon domaine. Tu as une approche qui est l'approche sur le contenu. Je veux construire vraiment une gamme de contenus extrêmement large pour que mon nom, ma notoriété, ma marque soit de plus en plus présente. Il n'y a pas une approche meilleure que d'autres. Bon, moi, j'ai évidemment ma préférence, mais il faut en tout cas en choisir une pour passer à l'étape d'après. Oui, complètement. Oui, c'est ça. C'est que tu te retrouves déjà, au départ, tu es tout seul. Donc, le temps, comme tu disais, tu cherches à te libérer un petit peu de ce temps-là parce que sinon, c'est plus gérable. Avec le nombre de clients qui augmente, la taille de la communauté qui augmente, en fait, ce n'est plus gérable d'être tout seul. Donc, du coup, il faut déléguer tout en gardant la qualité. Et en gardant un regard sur l'évolution aussi, parce qu'à la limite, garantir la qualité sur quelque chose de stable, ok, mais garantir en plus la qualité sur quelque chose qui change et qui évolue, c'est d'autant plus difficile. Et donc c'est vrai que ce passage-là, il a été important pour moi. Puis il y a aussi un engagement financier plus important, parce que quand tu grandis, tu as aussi des charges qui pèsent de plus en plus lourd. Donc à la limite, au début, si je signe un contrat, c'est cool. Si je le signe pas, tant pis. Là, je peux plus me dire ça. Tu vois, c'est qu'il y a un minimum de chiffre d'affaires à faire pour pouvoir garantir la solidité du système quand tu as des gens à payer, quand tu as des outils à payer aussi. Au début, quand tu démarres, même les outils, ils vont être tous quasiment gratuits parce que tu commences avec la version gratuite, très bien. Puis au bout d'un moment, tu te retrouves quand même avec des milliers de gens qui te suivent, qui sont abonnés, qui machin truc. Et du coup, tu te retrouves à payer tout ça et tu as des frais finalement mensuels, même en faisant en sorte de limiter. Moi, je sais que je vais jamais dépenser quelque chose si c'est pas vraiment prioritaire. Malgré ça, voilà, une décision, tu la prends pas à la légère. Donc c'est quand même cette difficulté-là, et c'est la difficulté d'avoir cette grande vision et en même temps au quotidien de faire le petit travail de fourmi pour aller dans cette direction. Donc c'est plus ça l'enjeu. Parce que toi, par exemple, tu as plusieurs milliers de personnes qui suivent ta newsletter. Donc tu as un coût mensuel pour ton logiciel qui doit être, je sais pas de combien il est exactement. Pour le coup, là, je paye à peu près 120 € par mois. Donc, plus tu as le site, tu as les outils de landing page, tu as plein d'outils en fait qui viennent se cumuler et qui font. Tu dois être 120 € par mois sur les emails, ça fait plus de 1200 € par an. Si on rajoute tout le reste, tu dois être assez facilement autour de 5000 € de dépenses techniques. C'est ça. Un truc comme donc il y a plein de choses qui viennent s'ajouter et qui fait que le chiffre d'affaires au début, si on fait de l'argent, on est content parce que c'est tout pour soi. Là, c'est plus la même chose, quoi. Donc c'est pour ça. Et si on fait la gamme de tes activités, tu as commencé, on l'a dit, avec un programme en ligne, des événements en présentiel pour que la communauté se rencontre, les apéros post-ADEME, le groupe Facebook, le média. Aujourd'hui, si on liste tout, il y a combien de programmes ? Alors, aujourd'hui, il y a combien de programmes ? Il y en a 2 en ligne. D'accord. Et il y en a 2 en présentiel. Alors par contre, j'ai commencé par l'accompagnement individuel. Et ça, c'est important de le souligner parce que j'ai fait ce choix aussi parce que j'estime qu'on a besoin d'être sur le terrain, face à des vrais gens, pour savoir ce qui se passe exactement dans leur tête et comment on peut les aider. Moi, c'est vrai que j'ai d'abord fait ça pendant 8 mois. Précisément, avant de faire le premier programme en ligne parce que j'avais vraiment besoin d'être sur le terrain et de tester aussi la méthode, etc. Donc il y a eu 8 mois avec un seul programme d'accompagnement individuel. Ensuite, j'ai fait un programme en ligne et un autre programme d'accompagnement individuel. Et après, j'ai cumulé avec les autres plus gros programmes que j'ai aussi refait, etc. Donc voilà, aujourd'hui, mes 2 cibles, c'est les personnes qui sont en poste et qui se demandent ce qu'elles peuvent bien faire d'autre, donc qui ont envie de leur poser leur DEM mais qui ne savent pas quoi faire. Donc c'est le besoin de « je cherche ma voie », souvent on dit ça. Et le deuxième profil type, c'est j'ai un projet entrepreneurial, 90% du temps c'est ça. Comment est-ce que je fais maintenant pour le concrétiser et pour pouvoir en vivre ? Et donc pour chacune de ces cibles, j'ai la version individuelle et la version en ligne. Voilà. Parfait. Avec toujours les événements. Oui, les événements, les apéros, absolument, qui maintenant sont dans plusieurs villes. Donc au début, c'était que à Paris, donc c'était que moi qui le faisais. Et là, pour le prochain, il y aura au total, normalement, 12 villes. Voilà, donc j'ai des ambassadeurs, mais c'est que des femmes pour l'instant, donc ambassadrices locales qui animent les apéros. Et attends, on précise quand même pour tout le monde, c'est donc 12 villes, 12 événements en même temps. Ouais. Le même soir, à la même heure. Le même soir, à la même heure, donc dans un bar. Ouais, c'est ça. T'as en moyenne combien de personnes par événement ? C'est une quarantaine. Une quarantaine de personnes, donc t'as 12 fois 40.
400, Vas-y, je te laisse faire. 480. Ouais. Tu réussis à réunir 500 personnes le même soir. Eh ben, le prochain, ça va être ça. Là, la dernière, on n'avait pas encore 12 villes, donc on va voir le prochain ce que ça donne. Mais je pense qu'on peut le faire. En plus, c'est en janvier, donc la nouvelle année, les résolutions. Ouais. Voilà, le principe de l'apéro, c'est que donc il y a une ambassadrice, parce que c'est que des femmes pour l'instant. Donc si d'ailleurs il y a des hommes qui veulent ouvrir une nouvelle ville, allons-y. Et du coup, le principe de la soirée, c'est que l'ambassadrice, elle anime, elle communique auprès du réseau local, et il y a 3 pitchers qui viennent raconter leur changement de voix aux participants. Et ensuite, c'est apéro dans la bonne humeur. Il y a un petit jeu, etc. Donc voilà, et donc je duplique ça dans plusieurs villes. C'est impressionnant, c'est vraiment une très belle histoire. On va finir avec un thème qui m'a toujours beaucoup impressionné chez toi. Donc, on a bossé avec Charlotte ensemble pendant 3 mois. Et j'ai toujours été surpris par le temps que tu réussis à garder pour toi. Ah oui. C'est-à-dire que c'est partie de ces entrepreneurs qui ne sacrifient, j'ai l'impression, jamais le sport, les activités, la danse, les loisirs. Tu voyages beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on peut lister les derniers pays que tu as fait Là, j'étais aux Canaries en octobre. Ouais. Et sinon, l'année qui a précédé, j'ai notamment fait un tour d'Europe où j'ai fait 7 pays, 8 villes en un mois, tout en travaillant. Exactement, ouais, donc tu as fait République tchèque. Ouais, c'est ça, j'ai fait Amsterdam, Berlin, Varsovie, Cracovie, Prague, Vienne, Budapest. Et il m'en manque, je crois. On est à peu près dans ces eaux-là. Pas mal. Bratislava, j'oublie toujours. Bratislava, on s'excuse pour eux. Donc tu voyages, tu sacrifies pas tes activités. Quand tu voyages, tu le fais soit seul, soit avec des camarades entrepreneurs qui sont nomades également, soit avec ton ami. Comment tu fais pour ne jamais oublier, voilà, c'est vraiment ça ma question, comment tu fais pour ne jamais oublier l'importance du perso? Ouais. J'ai l'impression que toi tu as un muscle très fort là-dessus, Ouais. où tu te dis régulièrement, attends, là je suis en train de passer à côté de ma vie, je fais que bosser. Là où moi par exemple, ce muscle-là, clairement il est beaucoup moins développé que chez toi, parfois je l'oublie, la semaine dernière, je me suis dit, mais attends, en fait, ça fait 4 mois que tu n'as pas vraiment eu de jour off. Ah oui, d'accord. Parce que j'adore ce que je fais, je me laisse prendre par un projet, puis un autre projet, puis un autre projet. Ou ta newsletter de 1h du matin, par exemple. Ou écrire mes newsletters à 1h du matin, parce que j'adore ça. Mais toi, tu as ce muscle, d'où il vient? Je pense que ça vient de mon passé, pour le coup, où j'ai un passé justement de la bonne élève qui va travailler à fond jusque très tard. En prépa, par exemple, tu vois, je travaillais jusque très tard, je travaillais très tôt, je travaillais le week-end tout le temps. Et j'ai quand même fait aussi un moment ce que j'appelle mon mini burn-out, alors qui a duré que 1 mois, mais qui m'a suffisamment marqué pour que je me dise, bon, mon corps dit stop, donc il n'y a aucune raison que je me mette dans ce système-là. Et c'est aussi après mon histoire familiale qui fait que le risque de burn-out et de dépression, je le connais très bien et que je ne veux pas tomber là-dedans. Donc du coup, dès le début, je me suis dit, en fait, c'est jamais le moment de moins travailler, parce qu'en soi, il y a toujours des choses à faire. Donc autant, dès maintenant, trouver un rythme qui me correspond. Et du coup, c'est vrai que je veille à ça, même si ma passion, c'est de développer mon entreprise. C'est pas que... je vois même pas ça comme du travail en me disant, non, je vais faire mon ordi à telle heure. Non, c'est juste que c'est ma passion, mais je lui laisse une certaine limite. Donc effectivement, pour aller faire mon yoga, pour voir mes amis, pour ma vie perso, pour les voyages, etc. Et je garde vraiment cette espèce de petit déclic en tête où je me dis, non, il faut que je fasse attention à ça. Et au final, en me disant, je ne travaillerai pas, par exemple, tel jour, je m'organise pour ne pas travailler tel jour. Voilà. Si c'est un week-end en famille, si c'est pour un voyage et que je sais que pendant 1 jour ou 2 on sera en visite, je me débrouille pour ça, quitte à travailler le matin avant de partir, mais ensuite je prends ma journée pour ça. Et j'y tiens énormément. Donc peut-être que, je sais pas si ça freine le développement d'activité, j'en suis pas sûre du tout, parce que d'une certaine manière, si j'avais plus de temps, peut-être que je ferais plus, mais avec peut-être moins de clarté, moins de bien-être. Donc, et puis en plus, c'est aussi le message et les valeurs que je porte, où il faut être épanoui. C'est ça quand même que je cherche à valoriser. Donc si moi-même j'ai la tête dans le guidon, c'est pas bon signe. Voilà. Donc c'est vraiment un alignement total avec ça. Et c'est vrai qu'au total, j'ai fait le calcul sur novembre. J'ai mis dans ma dernière newsletter, je sais plus exactement, mais j'étais à peu près à 35 heures. Ce
qui n'est pas dans le mois énormissime. Non, par semaine. Par semaine. Je suis à peu près à 35 heures. Alors, si t'avais été 35 heures par mois, je serais sortie de la pièce. Genre, un jour peut-être, mais non. Non, mais par contre, ça compte pas les temps d'auto-formation, de lecture, de rencontres réseau. Là, par contre, je suis plutôt à 50 heures par semaine. Tu vois, donc d'un coup, ça change. Il y a eu des mois où c'était quand même beaucoup plus, on va pas se mentir. Et notamment jusqu'en juin dernier, donc la première partie de 2019 a été très très intense. Et là, j'étais plutôt sur du 50 heures, voilà, de manière générale. Il y a eu quelques mois assez lourds. Mais au final, si on lise sur l'année, ça va. Surtout que par exemple, l'été, je ne travaille pas. Ouais. Et je crois que je suis la seule entrepreneur de tous ceux que je connais. Oui. Quand je leur dis en début juillet, bon, on se retrouve en septembre. Oui. Comment ça? Et en fait, j'ai 6-7 semaines où j'annonce à l'avance à mes clients, à ma communauté, que je ne serai pas là en fait. Donc voilà. Je me souviens, on devait faire cette interview avant l'été, et pendant l'été, et je n'étais pas là. C'est hors de question. Voilà. Et au final, ça n'a pas empêché la boîte de tourner et l'interview de se faire. Et l'interview de se faire, donc voilà. Écoute, merci beaucoup pour ce partage sur ton passé. Ça montre bien à quel point on avance à partir de ce qu'on a connu. Et t'as vécu des choses dures, mais ça te donne aussi aujourd'hui une richesse assez exceptionnelle, assez dingue. Et c'est vrai qu'on voit tellement d'entrepreneurs qui font la chose inverse, qui ont eu des styles de vie assez soft, je dirais, qui sont jamais sortis de leur zone de confort. Les études se passaient globalement bien, les premiers boulots se passaient globalement bien, et puis ils rentrent dans l'entrepreneuriat et à ce moment-là ils se prennent le burn-out. Toi, tu as été consciente de ça avant de commencer, et franchement, s'il y a bien un truc qui est très très inspirant dans ton parcours, c'est ça, cet équilibre, ce zen qui se dégage. Si un jour vous rencontrez Charlotte, vous comprendrez. Que j'espère garder par contre, parce que tu vois, je me dis, on ne sait jamais ce qui peut se passer aussi à l'avenir quand tu as des périodes de rush, etc. Donc il y a toujours la petite vigilance, et j'espère que cette vidéo sera toujours valable dans 10 ans sur le côté zen et 35 heures, quoi. Bah écoute, on touche du bois. Merci beaucoup Charlotte pour ce partage. Merci infiniment. À très bientôt.